Bonjour et bienvenue à cette 8e capsule sur la santé de couple et de famille. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'amour et de la sexualité. Nous sommes aujourd'hui dans les Pyrénées au petit matin. Pyrénées veut dire le feu nouveau. Pyrène, c'est le feu. Et donc, c'est l'endroit idéal pour parler de sexualité et d'amour, et surtout d'amour. Pour commencer, puisque c'est la moralité de la sexualité. Alors, on va se promener un petit peu aujourd'hui dans la campagne. André Malraux nous a prévenu que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. De nos jours, cette phrase devient plus claire. Entre le réchauffement climatique qui menace l'ensemble des espèces vivantes et la suprématie du glyphosate, ce désherbant stérilisateur, premier perturbateur mondial de notre système nerveux, qui présage d'un enfant autiste sur 2 en 2025, très bientôt, et qui est responsable de l'explosion des maladies mentales aussi, nous avons effectivement du souci à nous faire sur l'impact matériel de notre 21e siècle. Alors que nous reste-t-il vu l'impasse du matérialisme, l'aventure spirituelle au cœur de la matière? Voilà l'enjeu de l'amour et de la sexualité que nous propose ce 21e siècle. Tourner notre regard vers le haut, vers le monde des principes masculins et féminins, pour les célébrer et les savourer avec une intensité nouvelle, plus pure, plus vaste et au niveau des âmes. Et qu'est-ce qu'adore le plus le principe féminin? La reliance, la connectivité, être touché, massé, pénétré de l'énergie du principe masculin pour célébrer la joie et irradier la beauté et l'extase. Qu'est-ce qui réjouit le principe masculin? Toucher, masser, pénétrer de son énergie en mouvement le principe féminin pour l'amener à s'éveiller, se réjouir, s'illuminer, concevoir l'intensité de la vie et l'habiller de beauté en dynamisant son corps pour qu'il engendre la plénitude, le bien-être et éventuellement l'enfante dans son comportement et ou dans un enfant physique. Le XXIe siècle est justement l'invitation à la rencontre de ces deux principes dans toute leur splendeur et dans le couple, dans toute leur splendeur, et dans le couple et dans la sexualité qui représentent le niveau le plus dense du comportement amoureux. Alors, parlons massage. Il en existe globalement deux types. Le massage profond, comme le suédois, le shiatsu, ou plus profond encore, comme le rolfing, qui vise à détendre les membranes, les muscles, les ligaments et presque les os. Il touche la matière la plus dense, en rapport avec la vie comportementale. L'autre massage, plus léger, dans les effleurages, comme le californien, ou encore plus léger par des mises en posture, comme le Feldenkrais, le toucher respiratoire, l'Alexander ou même le yoga, libère les tensions du système nerveux, et donc des sens, donc du psychisme. La pratique de ces deux massages équilibre le système vasculaire, la circulation des énergies entre le psychisme et le corps, et touche donc le domaine du cœur et de l'amour. Si nous transposons cela au niveau de l'amour et de la sexualité, ces deux formes de massage devraient être à la base des échanges physiques, mais aussi affectifs et psychiques, pour établir la rencontre de nos principes dans le monde corporel extérieur et dans le monde supralumineux interne, afin que notre fameux couple à quatre se réjouisse, et que l'esprit et la matière se rencontrent, et dans l'amour et dans la sexualité. Plus concrètement, nous nous souvenons que le psychisme féminin est masculin, donc interface spirituelle qui peut pénétrer le psychisme masculin qui lui est féminin, comme une âme contemplative espérant d'être illuminée par les doux rayons lumineux du regard de la femme. Dès qu'une femme se met à allumer le couple intérieur, supralumineux, en choisissant de considérer, de porter son attention sur l'essence de l'être et de projeter son regard élevé vers l'être qu'elle aime, elle pénètre son cerveau et ses sens d'une intensité et l'énergie des meilleures pensées et sentiments d'amour. Elle veille en l'autre un désir d'honorer, d'enrichir, d'épanouir. Elle masse sa matière subtile, l'électrise, la sublime. Un homme ainsi regardé vers le haut, sans descendre en lui le désir de pénétrer la femme en bas dans son corps, de son énergie la plus raffinée, la plus tendre, la plus intense, dans le but de lui apporter plénitude, extase et bonheur. Que cela se passe par son regard, ses gestes, ses attentions raffinées à elle,
jusqu'à la pénétration, son but devient alors de l'honorer, de l'embellir et de lui apporter ce qui pourra lui être utile pour rayonner son plein potentiel. Un couple dans cette dynamique ne prend plus à l'autre, mais lui donne, chacun dans son monde, le meilleur de lui-même. Alors les mouvements psychiques et physiques peuvent atteindre une telle beauté, une telle plénitude, que les besoins des sens soient si comblés que même la sexualité diminue en quantité pour augmenter en qualité. Mahananda Mohimai, la plus célèbre des saintes indiennes, projetait tellement d'amour sublime envers son mari dès son plus jeune âge qu'elle lui offrait des états de jouissance et d'extase sans jamais le toucher, et il lui rendait en l'honorant un niveau rarement égalé de finesse, de présence, de poésie et d'adoration. Alors pourquoi pas nous ? La sexualité a été le frein de l'amour vrai durant le siècle passé, car elle avait été mise en tête et en finalité de l'amour, alors qu'elle n'en est que le moyen et la queue. Dès que les instincts et leurs impulsions sont orientés, élevés, éduqués, à sortir leur puissance pour servir ce projet d'intensité dans l'échange complet, ils se manifestent différemment. Les mêmes gestes avec infiniment plus de qualité, de présence, de joie et donc plus d'efficacité en diminuant le quantitatif. Il est temps de rendre au corps son innocence, sa pureté enfantine, en cessant de lui demander de combler l'immensité de nos âmes par une sexualité si limitative. Alors en ce sens, après ces quelques mots que j'ai notés pour ne pas perdre le fil, puisque la sexualité est parfois bouleversante, on en perd son latin, je voulais attirer votre attention sur cette nouvelle sexualité, ce nouveau feu qui attend le XXIe siècle, ce fameux siècle de la spiritualité ou qui ne sera pas. Et on le voit avec les menaces qui pointent à l'horizon au niveau de notre terre et de notre terre externe et de notre terre interne, notre corps physique, qui lui-même est tellement menacé ces derniers temps. Donc, un des points importants au niveau de la sexualité, c'est de comprendre que c'est avant tout une question de regard. Quand l'homme se sent regardé comme un être noble, quand son cerveau est pénétré de ce regard féminin qu'il estime, qu'il admire, qui admire tout le potentiel de noblesse, de grandeur d'âme qu'il pourrait avoir, alors cet homme est obligé de se transformer. On répond toujours à la façon dont on nous considère. Et ça, c'est la grande clé dans l'amour et dans la sexualité. Quand cet amour regarde l'autre dans son niveau le plus élevé, dans ses potentiels les plus grands, immédiatement, le désir de rendre l'appareil à l'autre se stimule. Dès qu'au fond, on s'adresse à la nature supérieure de l'autre, c'était le principe de la communication non violente qu'on avait vu dernièrement, dès qu'on se met en humilité, qu'on regarde vers le haut l'autre dans toutes ses potentiels et ses possibles d'expression du plus haut degré de l'humanité, à ce moment-là, l'autre est touché et a envie de se comporter comme tel. Et alors, bien sûr, au niveau de l'homme, il va vouloir se rapprocher de la femme, son ardeur physique, le 10% de plus de testostérone, le 10 fois plus, de testostérone va l'amener à se rapprocher de la femme, mais cette fois-ci pour la servir dans sa dimension la plus élevée. Et au lieu de lui prendre, de vouloir lui arracher de la jouissance, du plaisir, il va vouloir lui en donner, mais beaucoup plus encore que physiquement. Le physique ne peut combler que le physique. Et bien sûr, il reste un cœur, il reste une pensée, il reste une sagesse, une âme, un esprit à combler. Et donc, cet homme va se transformer naturellement, sans exercice plus important que la façon dont il est regardé, en une forme d'être plus raffiné, plus éduqué, plus gentleman. Et il va commencer à vouloir le bien de l'autre avant son propre bien. Et ça, c'est la définition même de l'amour. C'est ce que l'on retrouve dans la relation parent-enfant. Dès que le parent s'inquiète de quoi faire pour son enfant pour qu'il puisse manifester le meilleur de lui-même. Dans le principe de l'amour, c'est exactement la même chose. Et dès que la femme peut regarder, et on parle de la femme en premier parce qu'elle a ce pouvoir dans le plan psychique, cette spiritualité psychique qui est naturelle,
cette ardeur de l'esprit dont elle est porteuse, a la capacité de pénétrer cette âme féminine dans le psychisme masculin et réveiller cet élan de noblesse en lui pour que dans le plan physique, son ardeur, son impulsion physique se manifeste avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de beauté et finalement puisse apporter vraiment des éléments qui élèvent, illuminent et remplissent de joie et de bonheur la femme. Alors c'est effectivement un couple, hein, encore une fois à 4. On a cette ardeur, cette intensité de l'esprit qui veut rencontrer cette beauté de l'âme chez l'homme et qui va se refléter dans cette ardeur physique qui va venir honorer cette beauté physique chez la femme, physique, émotionnelle. Dans ce couple à 4, on se rend compte qu'il y a déjà en fait à la fois une relation hétérosexuelle et homosexuelle. Je m'explique. Dès que l'homme regarde la femme à la fois comme une beauté physique, émotionnelle, et qu'en même temps il est capable de rentrer en contact avec cette intensité de son esprit, cet amour si spirituel, cette femme qui veut aimer le monde entier, qui a une reliance, qui prend soin de tout, cet esprit qui veille à tout, comme un soleil qui irradie, qui s'occupe de tout, qui aime tout, la nature, les enfants, les êtres humains, qui se soucie de tout. Quand il prend conscience de cette ardeur amoureuse, il le relie à son ardeur physique. Et là, c'est son masculin qui est vraiment ébloui, inspiré et fasciné et attiré par ce masculin spirituel chez la femme. Et là, on est dans une relation, entre guillemets, on pourrait dire homosexuelle, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est plutôt une admiration des genres dans le petit et dans le grand. De la même manière, la femme, dans son corps, qui est dans cette tendresse, dans cette réceptivité, et à la beauté particulièrement, quand elle est en contact avec cette âme masculine qui est si sensible à la beauté du monde, aussi à la souffrance dans le monde, cette compassion, cette noblesse des émotions, des sentiments qui peut habiter l'homme quand il se révèle ou il se dévoile dans sa nature la plus intime. Quand la femme voit cette beauté intérieure de l'homme, de l'âme de l'homme, alors elle rentre, elle aussi, totalement éblouie. Son féminin prend modèle sur cette grandeur d'âme masculine. Comme le Mahatma Gandhi, qui voulait dire grande âme, ce niveau de compassion qu'il avait pour les autres était d'une beauté qui éblouissait et qui était justement une source d'inspiration de ce qu'est la vraie beauté. Donc dans ce couple à 4, on se rend compte qu'il y a une petite dimension toute petite, le corps physique, qui a cette attirance. Et il y a cette grande dimension, ce monde supralumineux, dans ce champ tachyonique, pour reparler encore un peu scientifique, qui doivent se rencontrer, échanger, et le petit va rencontrer le grand. Et les grands vont échanger entre eux, et le petit va échanger entre eux. Alors là, une question se pose dans notre époque du XXIe siècle, où on a cette émergence de l'homosexualité, qui est un petit peu troublante pour un certain nombre d'entre nous, ou fascinante, troublante ou fascinante, selon nos repères, nos expériences et notre vécu. Et c'est intéressant de comprendre à la fois que déjà ça se passe dans le corps physique et intérieur. Cette admiration le petit masculin qu'est l'homme admirant le grand masculin chez la femme et le petit féminin chez la femme admirant le grand féminin chez l'homme. Ça, c'est quand l'être s'éveille à cette dimension supralumineuse polarisée. Et ça peut lui permettre de pouvoir accéder à un autre type de comportement, un autre type de sexualité. Ça, c'est dans le cas de l'hétérosexualité plus traditionnelle. L'homosexualité, elle est bien importante à comprendre, pour comprendre l'enjeu de ce XXIe siècle et de ce siècle de la spiritualité ou ce non-siècle. Car en effet, moi, ce qui m'a aidé le plus à le comprendre, c'est la philosophie orientale. Dans la philosophie orientale, on considère que chaque vie est une journée de l'âme. Et qu'au bout d'un certain nombre de journées de l'âme passe dans une classe supérieure. Et ça, c'est très intéressant parce que dans les moments de changement de classe,
L'âme peut s'incarner, d'habitude l'âme s'incarne selon les orientaux, tantôt en tant qu'homme, tantôt en tant que femme, et expérimente les deux polarités, et aussi la grandeur d'âme et la puissance de l'esprit, d'une manière consciente ou inconsciente, au fur et à mesure de leur vie. Quand l'âme arrive à la fin d'un cycle d'apprentissage, dans la fin d'une classe, on pourrait dire en rapport avec notre modèle terrestre, tout simplement, elle risque de faire une série d'incarnations en tant qu'homme ou en tant que femme, pour passer à la classe supérieure, donc comme une forme d'examination. Et quand l'âme s'incarne, par exemple, pendant une série de fois, 4-5 fois en tant qu'homme, quand elle va s'incarner l'incarnation suivante, dans sa nouvelle classe en tant que femme, la plupart du temps, elle va se manifester dans cette vie-là, par des tendances homosexuelles, car elle aura été encore tellement imprégnée de ces 5 vies d'hommes précédentes que son attraction sera beaucoup plus orientée vers les femmes, alors qu'elle-même est devenue une femme. Ça, c'est ce qu'appellent les orientaux la sexualité vraie. Elle est naturelle, elle existe dans la population à des rapports de 1 pour 1000 à 1 pour 100, et c'est justement le cas de 1 à 5% ou 1 à 5 pour 1000 selon les lieux, les endroits, les temps. Et elle représente effectivement cette tendance naturelle, et elle va être caractérisée, cette homosexualité vraie, en général par une relation avec un être qui vit des choses similaires, et elle va être marquée par la fidélité. C'est un couple en général homosexuel qui va avoir une grande fidélité, un grand engagement, de la même manière qu'un couple hétérosexuel qui est épanoui. Et ça, c'est le point très très important de ce qu'ils appellent cette homosexualité vraie. Pour eux, par contre, l'homosexualité de confort, disons, elle est vraiment le symbole de notre 21e siècle, qui s'est matérialisé. Et en se matérialisant, bien sûr, la recherche des sens, la recherche des plaisirs et des joies a augmenté. Et dans cette augmentation, c'est évident que l'homosexualité est une réponse à pouvoir faire des expériences sexuelles beaucoup plus sensorielles, beaucoup plus poussées, étant donné que les genres se connaissent. Ils ont la capacité de pouvoir se faire jouir, de se donner des sensations beaucoup plus poussées que dans l'hétérosexualité, utilisant la similarité qu'ils connaissent. Et donc, bien sûr que dans un monde en quête de sensorialité, de sensationnalisme, l'homosexualité ça correspond tout à fait à notre époque, cette explosion d'homosexualité. Pour des gens qui ne sont pas forcément dans une homosexualité vraie, au sens oriental du terme, d'une séquence d'âmes qui se sont incarnées et qui se retrouvent à être dans un nouveau corps, mais avec encore toutes les caractéristiques de l'autre polarité, et donc qui est attiré par le même genre qu'elle à ce niveau-là, mais au contraire, des gens qui sont plutôt à la base dans leur hétérosexualité, mais qui vont choisir l'homosexualité pour augmenter la capacité des plaisirs et des joies. Avec, bien sûr, celle-là, elle est notée par une grande difficulté à établir un couple stable et un grand changement de partenaire. Alors ça, c'est important à comprendre pour sortir du monde de la sexualité et revenir au niveau des principes. Hétérosexualité, homosexualité n'est pas vraiment le débat, et la sexualité en réalité n'est pas du tout le débat de l'amour et de la sexualité. C'est bien sûr cet amour qui doit prendre possession de sexualité, qui doit l'éduquer, qui doit la faire monter, de manière à ce qu'elle puisse être le lieu de rencontre de cet être supralumineux masculin et féminin à travers le corps. Et quand cette rencontre s'opère, cette sexualité, tout devient sexuel sans l'être. Que ce soit les regards, que ce soit les mots, que ce soit les odeurs, que ce soit les 5 sens ou les autres sens, tous les échanges entre l'homme et la femme vont se faire à un niveau où il y a toujours un enrichissement de l'autre. Et dès qu'en fait l'autre vous enrichit, la fidélité s'établit par, j'allais presque dire par évidence. Qui veut laisser tomber un cheval gagnant? Qui veut quitter une banque qui l'enrichit en permanence? Là, il s'agit beaucoup plus de cheval gagnant et de banque. Il s'agit vraiment d'êtres qui se sont dédiés à rencontrer la partie supralumineuse de l'autre et qui en permanence sont en train d'ajouter des particules lumineuses dans leurs rencontres, dans leurs échanges physiques, émotionnels, intellectuels. Et bien sûr,
Comme le Chantakionique, le monde lumineux, est un véritable exhausteur de goût, alors à ce moment-là, on se retrouve dans des relations amoureuses qui ont une intensité qui est capable de transcender l'instinct et de faire en sorte que l'instinct est beaucoup moins important. D'ailleurs, il devient un vecteur et il peut se passer de conclusions ou d'assouvissement euh, purement sexuel. Le but n'est pas de vouloir se couper de sexualité, de la démoniser ou de la glorifier. C'est beaucoup plus de se rendre compte qu'on peut s'en dégager une forme de liberté et de créativité. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser d'une manière comme une force de créativité, à plein de niveaux, psychique, émotionnel, énergétique, physique, pour créer un enfant par exemple, ou offrir des joies à l'autre. Et donc on n'est plus pris par un besoin d'assouvissement physique qui souvent cache le manque d'assouvissement du monde de l'âme et de l'esprit, et qui fait qu'on demande au corps bien plus, bien trop, que ses capacités puissent lui offrir. Voilà pour cette première capsule cette 8e capsule, et à la fois cette première capsule sur l'amour et la sexualité, qui je pense demandera d'être approfondie, si j'ose dire. À très bientôt.